Rebonjour à tous. On va démarrer pour la troisième et dernière séquence de ce webinaire avec Virginia qui va nous présenter les aspects de procédure aux côtés de Laurence Hoffman. Je vais vous présenter plusieurs aspects concernant la procédure à la fois de sélection et puis des règles importantes pour la candidature aux appels à projets. Je vais essayer d'être le plus clair possible et de ne pas vous embêter non plus trop longtemps. Donc, je vous remercie pour l'attention déjà et puis je m'excuse aussi par avance si ça n'est pas tout le temps. Là aussi, on a un temps de questions qui sera consacré donc après la présentation pour vos questions qui porteront donc, sur ces deux aspects-là. Alors, donc, je commence en précisant tous les aspects concernant la procédure de sélection. Donc, la première chose à savoir, qui est très importante déjà, c'est d'aller lire tous les documents qui concernent l'appel à projet, donc bien entendu les textes d'appel à projet, mais également le guide du candidat, qui donc recense toutes les informations importantes pour bien candidater, et puis qui doit être lu également avec la notice de l'annexe budgétaire. Donc l'annexe budgétaire, c'est le document Excel pour la candidature, et la notice, elle est disponible en feuille 1. Donc ces trois documents sont disponibles sur le site internet de l'IRESP et puis également sur la plateforme de candidature. Pour candidater, donc c'est uniquement par la plateforme EVA3. Donc le lien est disponible en fin de diapo, puis il est également disponible sur le site internet. Alors pour la candidature, pour déposer sa candidature, il faut avoir donc déjà complété le dossier de candidature, qui est donc le document Word, dans lequel il y a à la fois des informations administratives, mais aussi toute la partie scientifique. Et puis le dossier de candidature, il est complété de l'annexe budgétaire, qui est le document Excel. Et donc ces deux documents, plus la fusion de ces deux documents sous format PDF, doivent être déposés sur la plateforme EVA3. Alors là, je donne tout de suite un point d'immense attention, c'est que pour valider sa candidature sur la plateforme EVA3, il y a deux étapes. Il y a d'abord une première étape pour enregistrer la candidature. Si je ne me trompe pas, c'est un bouton en bas à droite. Et puis ensuite, une fois qu'on a enregistré, il faut impérativement transmettre puis valider la candidature. Et là, c'est en haut de la page. Donc vraiment, faites attention à ça, sinon la candidature ne pourra pas être reçue. Alors, oui, donc il est déjà possible de candidater. La plateforme est ouverte depuis mi-février. Et puis, elle sera ouverte jusqu'au 31 mai 2021 à 23h59. Donc, à partir du 1er juin minuit, les candidatures ne sont plus possibles. Il ne sera plus possible de déposer son dossier sur la plateforme. Et donc, il faut savoir que la sélection des projets est c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et les résultats ne pourront être annoncés qu'en décembre de cette année. Alors oui, je vous précise déjà tout de suite les instances de sélection, puisqu'après je vous ai fait une slide qui précise un peu la manière dont on sélectionne les projets. Donc les instances de sélection, il y en a 4. Déjà, il y a l'IRESP, qui bien entendu est impliqué pour toute la partie éligibilité et recevabilité des dossiers. Il y a également donc, le comité scientifique d'évaluation, qu'on appelle donc, le CSE, mais qui est en fait le jury pour l'évaluation. Donc un réseau d'experts extérieurs, mobilisé pour les évaluations, et puis bien entendu donc le financeur des appels à projets qui est la CNSA. Alors voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de clair, plus clair que peut-être dans le guide du candidat, même si dans le guide du candidat, il y a vraiment tout est écrit. Donc ça, c'est la procédure de sélection des projets. Comme vous pouvez le voir, donc il y a plusieurs instances qui sont impliquées à différentes étapes. Donc il reste le CSE, les experts extérieurs ou la CNSA. Et à chaque étape, des projets ne sont pas retenus pour financement. Donc, à chaque étape, il y a une partie des projets qui sort pour au final arriver à une sélection des projets en fin d'année. Donc, je vous liste les différentes étapes, vous les voyez maintenant, puis après, je préciserai plusieurs éléments concernant chaque étape de sélection. Donc, la première étape, c'est la réception des dossiers, à l'issue desquels l'IRES procède déjà à un premier examen pour voir si les projets remplissent les critères de recevabilité. Les projets qui sont recevables sont ensuite évalués par l'IRES pour toutes les questions sur l'éligibilité administrative. Voilà, donc à l'issue desquels il y a des dossiers qui sont considérés comme non éligibles, qui ne peuvent donc pas être financés.
Les projets qui sont recevables et éligibles administrativement sont ensuite évalués par le comité scientifique d'évaluation pour faire l'éligibilité scientifique du projet. C'est ce qu'on entend en fait par l'évaluation champ hors champ. Et c'est là qu'il y a une partie des projets qui sont jugés hors champ et qui ne sont donc pas évalués scientifiquement. L'évaluation scientifique, elle apparaît après et elle se fait à la fois par les experts extérieurs et par les rapporteurs qui sont membres du CSE. C'est une évaluation qui prend plusieurs mois. Et à l'issue duquel le jury se réunit ensuite pour faire ce qu'on appelle le classement scientifique des projets. Donc, il y a un premier temps pour l'évaluation finale du projet et les projets qui sont non recommandés sont pas sélectionnés et les projets recommandés sont classés scientifiquement par le jury. Et c'est ce classement scientifique qui est enfin communiqué aux financeurs pour une sélection finale des projets sur lequel s'applique un avis d'opportunité de la SANESA et puis du coup, à l'issue duquel on a enfin la liste des projets qui sont financés cette année. Alors, donc là, je vous ai remis les éléments importants pour chaque étape. L'étape première, c'est donc la recevabilité du projet. Pour qu'un projet soit jugé recevable, il faut que déjà la candidature ait été déposée au nom et aux coordonnées du coordonnateur. Ça, c'est un point très important. En fait, seul le coordonnateur scientifique peut déposer sur la plateforme. Et il doit déposer le projet en son nom et puis mettre ses coordonnées à lui. Ça, c'est vraiment un point très important sur lequel j'insiste parce que ça fait partie de l'étape de recevabilité. Après, effectivement, il faut que ce soit déposé dans les délais, donc jusqu'au 31 mai, dans son intégralité, c'est-à-dire les 3 documents. Donc, c'est document Word, qui est le dossier de candidature, l'annexe budgétaire, et puis la fusion des 2 documents en PDF. Dans le bon format, donc ça veut dire Word, Excel et PDF, et dans la bonne langue, bien entendu. Dans le cas de ces appels, les projets peuvent être rédigés en français ou en anglais uniquement. Alors, sur l'éligibilité, donc elle est double. La première, c'est l'éligibilité administrative qui est réalisée par un examen par l'IRESP. Donc, pour nous, il faut que le projet soit complet, bien entendu, donc que tous les éléments soient renseignés et surtout que les signatures soient bien présentes avec une signature au moment, dans les engagements, vous verrez dans ces candidatures, elles apparaissent à plusieurs endroits et il faut bien qu'elles soient donc complétées. Également aussi, il faut que les organismes d'appartenance des structures demandant un financement soient éligibles. Donc là, je reviendrai là-dessus après, mais je vous invite à aller regarder tout de suite dans le guide du candidat et la liste des organismes éligibles pour cet appel à projet. Et puis également, enfin, il faut que ça respecte les limitations d'équipe. Donc, c'était 10 équipes maximum qui peuvent candidater et 5 équipes qui peuvent demander un financement, sauf pour l'appel soutien à la structuration de communautés mixtes de recherche, où c'est 10 équipes maximum qui peuvent demander un financement. Alors, pour l'éligibilité scientifique, là, elle est réalisée par le comité scientifique d'évaluation qui va donc regarder si chaque projet entre dans le champ des appels, selon ce qui a été défini dans les textes. Et puis également si les modalités correspondent à ceux définis dans les textes et si bien entendu le projet respecte bien les limitations en termes de montant financé et de durée de projet. Alors, la partie sur l'évaluation scientifique. Pour bien comprendre l'évaluation scientifique, il faut déjà savoir qu'elle est double. Il y a une première évaluation qui est réalisée par les experts extérieurs qui sont mobilisés par l'IRESP. Donc, ces experts extérieurs, ils sont sélectionnés selon leur discipline et leur thématique de recherche et également en respectant donc les conditions de non-conflit d'intérêts et de confidentialité. On fait signer une charte et une déclaration aux experts extérieurs. Donc, chaque projet est évalué au moins par 2 experts extérieurs. À l'issue de ces 2 évaluations, on transmet les évaluations aux membres du jury qui se constituent alors comme rapporteurs. Il y a un rapporteur par projet qui est en charge de faire à la fois la synthèse des expertises, qui sont anonymisées d'ailleurs, et aussi de faire sa propre évaluation du projet. Là aussi, la répartition des projets par rapporteur, elle se fait selon les disciplines de chacun et les thématiques de recherche, et puis en respectant aussi les conditions de non-lien d'intérêt. Voilà. Et donc, à l'issue de ces 2 évaluations, le jury se réunit.
chaque rapporteur présente son projet et le jury donc donne un avis final pour chaque projet, soit il recommande le projet au financement, soit il ne le recommande pas au financement. Les projets qui sont recommandés au financement sont alors classés scientifiquement par le jury. Donc une petite précision, effectivement, les évaluations elles se font par des grilles qu'on communique aux experts et aux rapporteurs. Une fois que le classement a été réalisé, nous on transmet le classement scientifique à la CNSA, qui ensuite examine les projets selon le classement scientifique, donc uniquement les projets recommandés selon le classement scientifique, et également selon les priorités qui ont été inscrites dans les textes d'appel à projet. Et puis, de manière générale, les grands chantiers des politiques publiques de l'autonomie. Et puis, c'est ce qu'on appelle donc l'avis d'opportunité de la CNSA. Et puis, à l'issue de ce dernier examen, sont donc sélectionnés les projets qui seront financés dans le cadre des appels à projets. Et les résultats sont annoncés dans la foulée. Voilà pour tout ce qui concerne la procédure de sélection. Je vous donne maintenant quelques éléments sur le règlement de l'appel à projet. Là aussi, c'est beaucoup plus complet dans le guide du candidat, mais je vous ai remis ici les points les plus importants sur lesquels il faut que vous ayez vraiment connaissance pour bien remplir votre dossier de candidature. Alors, le premier point, c'est sur la coordination. Alors, il faut que pour chaque projet, un coordonnateur scientifique du projet soit désigné. Il nous faut un seul et unique coordonnateur scientifique et automatiquement, ce coordonnateur doit appartenir à l'équipe 1, puisque l'équipe 1, c'est l'équipe de la coordination. Alors, comme je l'avais dit, il faut que c'est seulement le coordonnateur qui peut déposer le projet sur la plateforme, mais déposer le projet en son nom et avec ses coordonnées. Donc, le coordonnateur scientifique, c'est bien entendu une personne physique. C'est le responsable principal de la réalisation scientifique du projet, mais aussi l'interlocuteur auprès de l'IRESP. Et le coordonnateur, il est donc en tant que responsable principal du projet, il a pour obligation de s'assurer de la bonne mise en place des modalités de collaboration entre les équipes participantes et également de communiquer toutes les productions requises, donc rapport d'étape, rapport intermédiaire, bilan, etc. De s'assurer de la tenue des réunions et puis également de communiquer sur l'avancement des résultats. Alors toujours sur le coordonnateur, donc concrètement le coordonnateur, il faut qu'il soit impliqué au minimum à 30% de son temps de recherche dans le projet. Et bien entendu ne pas être membre du CSE, mais ça c'est une évidence. Le coordonnateur doit également être résident en France et être titulaire d'un doctorat de recherche et avoir une activité de recherche. Ça, c'est les points les plus importants sur la coordination. À côté de cela, on demande également à ce que le coordonnateur scientifique soit un personnel permanent, donc ça voudrait dire un statutaire de la fonction publique ou une personne en CDI, ou alors une personne en CDD, à condition que son contrat couvre la totalité de la durée du projet dans l'une des structures éligibles. Ou, et ça c'est une nouveauté cette année, il peut également fournir, lors du dépôt de candidature, une promesse d'embauche qui sera rédigée par l'organisme gestionnaire choisi pour la coordination et qui devra donc couvrir la totalité de la durée du projet. Donc ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Un doctorant ne peut pas être coordonnateur du projet, ni même un chercheur émérite. Et puis, donc, vous l'aurez compris, du coup, le coordonnateur, c'est le responsable principal du projet. Et pour chaque équipe partenaire du projet, il faut qu'il y ait également un responsable scientifique qui soit désigné, qui sera donc l'interlocuteur du coordonnateur scientifique pour le projet. Alors, concernant les équipes et les organismes gestionnaires, dans le guide du candidat, il y a une liste précise de toutes les structures qui peuvent être éligibles au financement ou éligibles à la coordination, sur lequel je vous invite à aller regarder. Je ne l'ai pas remise ici parce que ça aurait été montré dans beaucoup trop de détails. J'ai juste remis les points importants à connaître pour la coordination, à savoir que, pour les équipes gestionnaires, pardon, à savoir que les sociétés à objet commercial, donc les SA ou les SARL, ne peuvent pas demander de financement. Donc, elles peuvent être ni équipe coordinatrice, ni équipe partenaire demandant un financement. Par contre, elles peuvent être une équipe partenaire ne demandant pas de financement.
C'est la même règle pour les équipes étrangères, qui ne peuvent pas être une équipe demandant de financement, mais qui peut être une équipe partenaire ne demandant pas de financement. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le nombre d'équipes, il est limité à 10 au total, 5 qui peuvent demander un financement, sauf pour l'appel structuration de communauté mixte de recherche, où c'est exceptionnellement porté à 10. Et puis, voilà, donc c'est ce que disait Marion en précision. Concernant ce qu'on nous entend par la définition d'une équipe, pour faire très simple, en fait, une équipe est composée de personnes appartenant qui ont le même organisme gestionnaire. Donc, ça ne va pas forcément correspondre aux équipes selon vos définitions habituelles, mais nous, c'est ce qu'on entend pour chaque équipe. Il faut que les personnes aient le même organisme gestionnaire. Et peu importe du coup comment va se réaliser ensuite le projet et comment va se faire la coordination entre les équipes. Alors, oui, un point de vigilance très important. Les associations. Alors, il faut savoir que les associations peuvent demander un financement. Par contre, elles doivent communiquer des documents, des pièces supplémentaires au moment de la candidature, donc à mettre dans le dossier de candidature en annexe. Donc, il faut communiquer les statuts de l'association, les comptes de résultats et de l'exercice clos, et puis également un organigramme. Et dans le cas où les associations souhaitent être coordonnatrices du projet, donc c'est-à-dire que le coordonnateur du projet dépend d'une association, il faut qu'elle fournisse également une attestation signée du directeur de la structure qui certifie que 50% de ses moyens sont alloués à la recherche. Mais ça, c'est uniquement pour si elles veulent être coordonnatrices du projet. Et puis également, si elles veulent être coordonnatrices du projet, il faut savoir que si la coordination est par exemple réalisée par un chercheur et qu'il a en plus de ça une appartenance à un organisme public, alors on demandera à ce que ce soit l'organisme public qui soit l'équipe coordonnatrice et non pas l'association. Alors, concernant le financement, oui, chaque équipe qui demande un financement doit demander au minimum 10 000 euros. Pour les dépenses de personnel, elles sont limitées à 80% du coût total du projet. Pour les personnes morales de droit privé éligibles, donc si je ne me trompe pas, ce sont les associations, là, elles doivent demander uniquement à hauteur de 80% de sa part de budget dans le projet. Ce qui veut donc dire que il y a 20% du coût total du projet, elles devront montrer qu'elles peuvent assumer 20% du coût total du projet sur leurs propres ressources. Et également, donc oui, pour le financement, il faut savoir que pour les projets de plus de 20 mois uniquement, le financement sera versé par tranche. Donc une première tranche de 60% au moment du démarrage du projet, une seconde tranche de 30% après évaluation du rapport intermédiaire, et puis une dernière tranche de 10% après évaluation du rapport final. Pour la valorisation et la diffusion des résultats. Alors oui, là à nouveau, je vous invite aussi à regarder vraiment dans le guide du candidat, je n'ai pas tout remis. J'ai mis juste les points les plus importants, à savoir que dans le cadre du plan national pour la science ouverte, les porteurs de projets doivent déposer les publications scientifiques issues du projet de recherche financé dans une archive ouverte, comme ils s'engagent d'ailleurs dans cette candidature, et rendre public sur, l'IRSP et la CNSA pourront rendre public les principaux résultats de l'étude. Voilà.